Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, c'est encore Thierry qui nous... Ah, mais il est dissipé, ce gamin, c'est incroyable. Enfin bon, bien, ouais, vous l'écoutez, voilà. Vous êtes donc sur Radio Libertaire, si vous écoutez à Racaille, pour la 229, avec Piquet-Cou, Jean et Robert, oui, enfin bon, voilà, pour une émission consacrée, dont le titre de notre hussard noir, un séjour en Espagne. Voilà, c'est premier volet, je précise. Premier volet. Il y en aura deux. On a les deuxième moyens, dans 15 jours. Ouais, on a les moyens, on peut s'offrir 2 volets, vous vous rendez compte? 2 persiennes, c'est bien. C'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Et voilà, j'ai tout dit, presque en tout cas, pour le début de cette émission consacrée à l'artiste dans la société. Mais où est-il, ce con? L'artiste, je vais vous le dire, il est en dehors de celle-ci. Voilà. L'artiste et l'engagement politique en toc, et vous savez ce qu'on leur dit? Non. On va pas se mettre mal. Ça, c'est plus loin, ça, c'est plus loin. Oui, c'est ça. L'artiste et la religion, eh bien, oui, les artistes de plus en plus nombreux, d'ailleurs. Je dirais pas qu'ils entrent en religion, mais qu'ils la fréquentent assidûment. Afin de persuader le Seigneur Tout-Puissant de se pencher sur leur misérable sort. Ils y croient, et comme ils croient au loto d'ailleurs, comme ils votent aussi, la plupart. Ces idiots congénitaux. Voilà, l'artiste et la science est là. Tu vas quand même pas nous parler de notre auditeur finlandais. Ah bah c'est notre Juju. Salut Juju. Qui est en Finlande, là, est sous 2 mètres de neige. Enfin bon. Au moins. Au moins, oui. Je sais pas comment. Si ça se trouve, il fait plus beau qu'ici en ce moment. Oui, ce serait pas très difficile non plus. Oui, enfin bon, j'ai comme un doute quand même. Bon, c'est trop près de la Russie soviétique, de la Russie d'aujourd'hui. Enfin bon, Poutine et compagnie, ça met le brouillard assez loin. Tu sais que ça n'est plus, la Finlande sous domination soviétique. Oui, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Ouais. Et il y a encore beaucoup de ressortissants de la Sainte-Russie qui sont en Finlande, et ça donne des boutons à certains Finlandais. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit, notre camarade Juju, exilé en Finlande, avec une petite finlandaise, Bon, ça ne nous regarde pas. Il dit qu'il y a des scientifiques de haut niveau, lui-même en étant un, n'est-ce pas, doctorant en informatique, que, les scientifiques s'intéressent à l'art. Mais les artistes, on ricane, ils n'en ont rien à foutre de la science. Au contraire, ils seraient plutôt pour l'alchimie que les artistes. Ouais, l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit, cette émission? L'autorité, on l'emmerde! Ouais. Juste avant ta citation, quand les artistes se sont emparés de la science, ça n'a pas non plus été, on va dire, tu vois... Non, oui, tu vas préciser. Vasarely, par exemple. Oh, non, oui, bon, voilà. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment le rester en grandissant. Je te pose la question, artiste ou enfant? Moi, je préfère les enfants aux artistes. En général, et les artistes enfants, non. Donc tu penses que c'est le sens de ce que Picasso a voulu dire, c'est que le problème est de savoir comment rester enfant, c'est ça, en grandissant? Voilà. D'accord, ok. J'ai eu un petit moment... Non, parce qu'il disait aussi qu'il avait passé sa vie à désapprendre ce qu'on lui avait enseigné. Oui, donc c'est forcément dans ce sens-là, voilà. D'accord, ok. Donc c'est le père Pablo Picasso, dont on vous parlera évidemment de cette émission consacrée à l'Espagne, ou à l'art espagnol, ou par un séjour en Espagne, qui est le titre d'un bouquin, je pense. Non, pas le titre, mais je vous dirai tout ça tout à l'heure. Plutôt, notre Jean vous en causera tout à l'heure.
C'était Jean-Roger Cossimon qui interprétait Bordel à cul. Oui, un chanteur, enfin un compositeur, un écrivain, un poète qui n'a pas la reconnaissance que son talent mérite. Voilà. Pour vous parler d'un artiste, lui, qui a une reconnaissance pour un talent qu'il n'a pas. Anish Kapoor, retenez bien ce nom ou oubliez-le tout de suite plutôt, qui en ce moment est à Berlin. Vous voyez, il fait toutes les grandes capitales du monde. Il y a quelques années, il était à Paris à la Monumental, au Grand Palais, pour exposer ses nanars. Voilà, et là, j'ai vu sur Arte, c'était dimanche matin ou après-midi, je sais plus. Enfin bon, j'étais commencé à être fatigué d'ailleurs, où il faisait son numéro, en commentant entre autres un espèce d'amoncellement de pain de cire qui représentait un trou. Et il disait à l'intérieur de la grotte, il y a l'obscurité et la peur des choses qui y vivent. Que l'imagination, on n'aurait pas compris. Il faut qu'on nous explique. C'est le truc des artistes contemporains. Voilà. Et alors, j'ai appris qu'il avait une vingtaine de personnes à son service, après à peu près autant d'ateliers. Alors qu'il y a des rapinos, moi j'en ai connu une, qui a passé pratiquement sa vie, qui a élevé un enfant dans 10 mètres carrés, une chambre de bonne, et qui a accédé, pas à un atelier, mais à un logement décent, après 20 ans de galère comme ça, voilà. Là, le mec, il en a 20, un peu plus même, je pense. Bon. Et puis en plus, il a autant d'ateliers, mais lui, il se salit pour les mains, il va pas au charbon. Hein. Il a donc ses petites mains à son service, justement, et qui obéissent aux ordres, sur le boulot, sur la couture du pantalon. Bon. Voilà, alors au service de ces élucubrations plastiques, et il bavarde, quoi. C'est le truc des artistes qu'on appelle contemporains, à juste ou mauvais titre, enfin, c'est à vous de choisir. Voilà. Les seuls, d'ailleurs, ils se considèrent comme les seuls à être des artistes. Les autres, les barbouilleurs et casseurs de pierre de tout poil, dont nous ont partis ici, dans ce petit studio, n'existent tout simplement pas dans l'esprit de ces gens-là. Alors, c'est du genre des types qui se vantent, ils font des trucs extraordinaires, ils prennent des risques insensés. Voilà. Alors, il a pris, par exemple, la défense d'Ai Weiwei, en lui dédiant l'expo Léviathan au Grand Palais. C'est monumental de mes deux. Bon, il s'est pas vraiment exposé. Si encore il avait dédié cette expo à un sans-papier, un clandestin, ou je sais pas moi, un Rome, ou des Roms, ou tous les Roms qui en font. Non. Dans ce petit monde de l'art contemporain, on respecte une certaine hiérarchie mécanique. Défendre une célébrité lorsque soi-même on en est une, quoi de plus commun? Je vous le demande. Voici comment un artiste contemporain voit le monde. Je dis bien un artiste contemporain voit le monde. Enfin, ceux qui s'agitent sous cette étiquette en tout cas. Et dans ce reportage d'Arte de ce dimanche matin, j'aurais mieux fait d'aller à la messe, se déroule le numéro blablateur de cet artiste. Mais en est-ce bien un? C'est la question qu'on se pose. Voilà, où il démontre pourtant à une journaliste jeune et consensuelle, qui n'arrêtait pas de ricaner, c'est payer des ricanements pendant 3 quarts d'heure, il n'arrête pas de lui démontrer son immense talent, parce que ces mecs-là, attention, hein. Là, je sais pas s'ils doivent marcher avec des béquilles, parce que leurs chevilles, je sais pas s'ils peuvent se mouvoir avec la grosseur des chevilles qui se font. Et il peint aussi, c'est la dernière minute de cette interview, il déclare comme ça que c'est un truc extraordinaire qu'il peint aussi, mais il ne montre pas ses œuvres. Sauf que on voit en fond d'écran, mais c'est très vite, c'est subliminal. Hein. On voit une de ses œuvres, alors une bouse, encore pire que ces installations. Voilà. Donc un courageux que vous pourrez voir à Berlin jusqu'à la fin du mois. Anish Kapoor, un juif indien, il s'en vante d'ailleurs, je ne demande pas quoi. Bon, oui, pour dire qu'il est cosmopolite. Alors, s'il connaissait un peu son histoire, cosmopolite, c'était un titre qu'on attribuait justement à tous que les Allemands, les nazis employaient à propos justement des gens qu'ils ont fait périr par millions pendant la guerre. Voilà. Donc, c'est peut-être pas un terme très judicieux. Bon, voilà.
C'était mon petit crachetis du mardi matin. Ce matin, ouais, oh bah oui. C'est lâché le père Robert. Oh bah ouais, il faut pas. Non, bon, on est là pour ça. Amish Kapoor, un juif indien, tu sais de quoi tu pourrais être accusé? Oui, non, mais alors ils peuvent m'accuser de tout ce qu'ils veulent, mais certainement pas d'antisémitisme primaire. Quant à sa dédicace à Ai Weiwei, tu sais comment Brassens s'appelait ça? Non, tu m'as pas rendu. Solidarité sainte de l'artisanat. Ah ouais. Ouais. C'est un artisanat de mort, là, par contre. Hein. Voilà. Le livre de la semaine, donc en vitrine à la librairie Publico, c'est un grand classique de la sociologie du monde ouvrier, Robert. Je ne sais plus de quand date la première édition, ça doit être des années 70. C'est L'école des ouvriers par Paul Willis. Comment les enfants d'ouvriers obtiennent des boulots d'ouvriers. Oui, évidemment. Ouais, le rejet du travail scolaire et le sentiment qu'on n'en apprend pas plus en étudiant, n'en profite pas pour surenchérir, justement, trouve un écho dans le sentiment très répandu chez les ouvriers que la pratique vaut mieux que la théorie. Un brin de zèle vaut une bibliothèque de diplômes, annonce un grand placard placé dans l'atelier. Tu sais que j'ai beaucoup bossé quand j'étais jeune pour des studios qui travaillaient pour Jean-Claude Decaux, tu sais. Oui. Ouais, et en fait, chaque fois que j'allais chez Decaux, j'étais scié parce que les mecs, ils bossaient dans un environnement genre infernal, tu vois. Il n'y avait aucun tableau au mur, juste des maximes, des sentences. Et alors, c'était d'un niveau, tu vois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. L'argent ne fait pas le bonheur, des trucs comme ça. Les mecs, les gars, ils sortaient d'école de pub, ils étaient obligés de bosser là-dedans. Dans le genre crétin de concours, le père Decaux, c'est un monument. Enfin bref, je digresse. Oh non, mais il faut voir ses propriétés du côté de la Baule, là, tout un promontoire. Mais non, c'est invraisemblable. L'aptitude pratique vient toujours en premier et a statut de condition préalable à toute autre forme de savoir. C'est vrai, culturellement, c'est très implanté. Alors que la culture petite bourgeoise, tu en conviendras, considère les diplômes comme un moyen de moduler, on va dire, vers le haut de la gamme des choix offerts à un individu, du point de vue de la classe ouvrière, si le savoir ne se justifie pas, il faut le rejeter. C'est vrai, c'est... Au travers de cette enquête, donc devenue, comme je l'ai dit, un classique de la sociologie du monde ouvrier, et menée dans un collège anglais fréquenté essentiellement par des enfants d'ouvriers, le sociologue Paul Willis, je ne sais pas s'il est encore vivant, analyse, je crois que oui, je crois qu'il travaille dans une université, je ne sais plus laquelle, analyse comment ils en viennent à accepter, après leurs parents, des positions relativement dominées dans le monde du travail. Voilà. De l'école à l'usine, ce livre rend compte de la façon dont, en désorganisant l'encadrement scolaire, en s'opposant aux faillots, je mets ça entre guillemets, il privilégie la sortie du système scolaire, confirmant le fait que l'école ne leur promet aucun avenir professionnel en dehors du travail manuel. Voilà, ce livre, L'école des ouvriers par Paul Willis, il est édité chez Agon, c'était d'ailleurs notre éditeur de la semaine dernière également, et c'est donc en vitrine à la librairie Publico, dont on vous donnera les références précises tout à l'heure. Merci mon Jean pour d'abord ce papier qui me touche beaucoup. Et puis, merci aussi pour la librairie Publico, qui a vraiment besoin, mais j'anticipe sur les... sur la fin de l'émission, quelque peu, on va dire. Pour le cas où je serai éjecté de ce studio par mes camarades outrés de mes excès. Ça n'est encore jamais arrivé, mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je vais parler encore d'un nouveau projet inutile. Un week-end à Saint-Jean-de-Bray, chez des amis, et me voilà plongé dans le vif d'un collectif. Un collectif qui s'intitule « Pour un site préservé entre Loire et Forêt ». C'est un collectif récemment créé autour d'une nouvelle zone à défendre dans cette commune des bords de Loire, voisine d'Orléans. De quoi s'agit-il ? De mettre au placard le projet de village Oxylane. À quoi ressemble un village Oxylane ? Il consiste en un centre commercial dédié au sport et au bien-être, dont l'implantation est prévue sur 16,5 hectares, sur un site encore cultivé à proximité de la forêt d'Orléans. Autour d'un immense décathlon s'ajouteraient d'autres commerces encore indéterminés. On pourrait courir autour du parking de 1000 places, au paysagement soigné, sous l'œil attentif de la vidéosurveillance. 240 emplois sont promis. C'est un argument récurrent quand il s'agit de défendre la bêtise de tous ces projets. Il n'est tenu aucun compte des pertes d'emplois dans la concurrence, que ce soit les petites enseignes locales ou les décathlons des environs.
En effet, malgré l'ouverture de 5 magasins en France, les effectifs de Decathlon restent stables. Question création d'emplois, les projets Decathlon-Oxylane sont surtout vecteurs d'emplois à très bas salaire dans les pays du Sud, où le salaire mensuel, par exemple dans le textile, est 30 €, là où sont fabriquées les marchandises. Un projet repeint en vert par la mairie et l'agglo, sous couvert de haute qualité environnementale, ce n'est rien moins que la contribution à l'érosion et l'artificialisation des sols, la pollution sonore et l'atteinte à la biodiversité biologique. Ajouter un bilan carbone catastrophique avec des marchandises produites à l'autre bout de la planète. Donc les 18 et 19 octobre, s'est tenu à Saint-Jean-de-Bray un week-end d'information et de soutien à cette lutte. Hervé Kampf a animé une conférence le vendredi soir. Ce fut l'occasion également de faire signer la pétition demandant le retrait du projet. Le samedi matin, 3 collectifs de lutte contre des projets inutiles pique-niquaient ensemble afin de mettre au point une journée nationale de lutte le 8 décembre. Alors quels étaient ces collectifs ? À côté de Rouen, un collectif se bat pour sauver de la destruction une ferme dont une partie remonte au XVIIIe siècle. En effet, cette ferme et ses terres ont été rachetées par Imauchan, qui n'est rien d'autre que la filiale immobilière de Auchan. Donc pour le moment, il n'est pas annoncé de création de grandes surfaces, mais curieusement, Imauchan a déposé et obtenu un permis de démolir, juste comme ça. Depuis, la ferme est occupée par plusieurs membres de l'association de protection de la ferme des Bouillons et font bien parler d'eux. Le deuxième collectif s'appelle La Voguette. À Cavaillon, 44 hectares de terres agricoles en irrigation ont été accaparés par Auchan, dans la perspective d'y construire une méga zone commerciale dans un département pourtant déjà saturé par la grande distribution. Le délire des élus est maintenant de construire une digue pour un coût de 7 millions d'euros pour sortir ces terres de la zone inondable et permettre à Auchan de construire son hypermarché. Troisième collectif, le Triangle de Gonesse, préserver 80 hectares d'excellentes terres agricoles que le projet Europa City, toujours du groupe Auchan, veut détruire pour installer le plus grand complexe commercial du monde. Voilà, autant de luttes, autant de pétitions à signer et à retrouver sur le site, donc SPLF 45, on mettra un lien sur le blog de l'émission. Super. Et alors, tu sais qu'à propos de la forêt d'Orléans, il y en a toute une partie, je crois que c'est situé à l'ouest, nord-ouest légèrement de la forêt d'Orléans, qui appartient, mais des hectares, qui appartiennent en propre à la famille La Rochefoucauld, qui est une des plus vieilles familles françaises. Et alors, ils y organisent des chasses qui sont très courues par le gratin. Donc, qu'est-ce que tu crierais quand je te raconte cette histoire, Robert ? Ouais. Révolution, bien sûr, enfin, ouais, parce qu'on n'est pas sûr des fois qu'elle ait eu lieu, tu sais, c'est incroyable. Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, entrez bien, me serrez la main. Non, mais c'est vraiment hallucinant, je veux dire. C'est complètement hallucinant. Ouais, alors, Piquécou, Orléans, Jean... non, Piquécou aussi, Orléans. Orléans, oui. Ouais, Jean, lui, l'autre côté, enfin, même si j'aime pas les chasses à courre, en tout cas, on est sûr que là, la forêt va pas être vendue comme l'hippodrome de Compiègne, quoi. Oh, écoute, la dernière fois que j'ai été invité, je trouve qu'on a mal mangé, et je pense que quand même, les choses se gâtent. C'est la crise, Robert, c'est la crise. Oui, et ouais, j'ai vécu, donc, pas loin de Cavaillon pendant... un quart de siècle. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé à Cavaillon, c'était dans les années, au début des années 80, en 75. En 75, après avoir été licencié du journal, du magazine où je travaillais, et c'était la crise, ça commençait là. On a commencé à avoir des queues aux portes des ANPE, mais c'était considérable. C'était pas encore les ANPE, c'était carrément pas loin d'une mairie, un bureau, etc. Eh bien, Cavaillon, il y avait des petites boutiques, il y avait forgerons encore. J'ai acheté mes premiers outils agricoles chez un forgeron. C'était des trucs faits à la main, dans la forge, quoi. C'était des trucs indestructibles. On se les repassait de génération en génération. Enfin bref, il y avait des cordonniers, bourreliers, il y avait tous les petits métiers. Il y avait même un charcutier qui faisait des andouillettes, mais alors c'était un couple, ils avaient près de 80 balais, le mari et la femme. Ils avaient un grand chaudron où ils faisaient leur... Arrête, mais c'est du sadisme. Il y avait tu me connais, quoi. C'est comment tu peux faire des trucs comme ça? Et quand j'ai quitté près de midi. Oui. Et quand j'ai quitté Cavaillon, enfin pas Cavaillon, mais les environs 25 ans plus tard, il n'y avait plus
tous ces commerces étaient foutus, c'était fini, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que des magasins de fringues, des machins comme ça, quoi. Et des grandes surfaces aussi qui commençaient à s'installer. Et, voilà, donc ça continue le saccage de cette ville magnifique. Enfin, de cette ville, il y avait des parties qui étaient vraiment très anciennes, comme des bistrots, ces grands bistrots provençaux. Le Café de France, c'était un truc extraordinaire. J'ai récupéré d'ailleurs les lettres en zinc de l'enseigne quand ils l'ont démoli. Voilà, c'était... Voilà, en ce quart de siècle, des années 75 jusqu'aux années 2000, Cavaillon a été complètement défiguré par le modernisme d'élus complètement débiles, quoi, qui n'ont rien compris à ce qui se passe, quoi, voilà. Consolation tout de même, vivre à Cavaillon ne t'a pas donné le melon. C'est vrai que là, ce serait... C'était la mini-tube de Momo la Science avec Esther, Jean et Shlomo. C'était le groupe Trio qui interprétait Greenwashing. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Et vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, vous entendez sa voix qui vous berce. Notre Jean Nautilus Arnaud à ma gauche, qui a concocté, enfin, c'est lui qui a l'essence qui est cette émission, et qui va vous parler tout de suite d'un livre de Eduardo Mantosa. Absolument, Robert. Un très bon roman espagnol. T'avais pas fini, peut-être? Si. Tu t'es arrêté un peu. Non, mais parce que bon... on est habitué à ce que tu modules, tu sais, non, donc... ça... Je vais arrêter de moduler. C'est encore un effet secondaire de ta tendinite, ou collatéral, un dommage collatéral de ta tendinite. Qui m'a privé ce matin d'un chenin derrière les fagots que Jean se proposait d'amener.
et j'en avais des sueurs, et puis j'ai été obligé de déclarer forfait. Oui, mais sans l'andouillette de Cavaillon, là, bon, enfin bref. Un très bon roman espagnol, d'ailleurs, dans 15 jours, quand on abordera le deuxième volet de cette émission consacrée à l'Espagne, on lira aussi un extrait d'un roman plus grand encore, carrément prodigieux, que m'a conseillé ma sœur Françoise, c'est Dans la grande nuit des temps par Muñoz Molina. Mais on verra ça dans 15 jours. Aujourd'hui, c'est Bataille de chat par Eduardo Mendoza, comme tu viens de le dire. Alors, il faut préciser d'abord qu'en Espagne, on donne aux madrilènes le surnom de gatos, autrement dit, de chat. Voilà comment on appelle les madrilènes dans toute l'Espagne. Ainsi, le titre aurait-il pu être traduit par l'éditeur par Bataille de madrilène. Enfin, c'est vrai que Bataille de chat, c'est quand même un petit peu plus poétique. Débarquant à Madrid la veille de la guerre civile, pas une très bonne idée, un expert britannique en peinture y découvre un Velázquez inconnu. D'où vient cette toile? Pas le temps d'y réfléchir, parce que fascistes excités ou communistes en embuscade, tous veulent la récupérer, et vous verrez en lisant le roman que peu importe les moyens. Mais écoutons plutôt Piquet-Cou. L'anglais se faufila dans l'embrasure, et une forme féminine, protégée du froid et de la curiosité d'autrui par une ample pèlerine de chasseur, referma rapidement. Un châle masquait ses traits. Dans les yeux profonds de Paquita, entrevus entre les plis du châle, Anthony aperçut la lueur fiévreuse de l'aventure. « Ne craignez rien, dit-il, personne ne m'a suivi. » Elle lui posa un doigt sur les lèvres et murmura « Chut !» Puis elle le prit par la main et, l'entraînant doucement, le conduisit d'un pas vif sur le sentier qui menait à la maison. Un parfum de mélancolie y flottait, montant de la terre mouillée où hibernaient les semences. Des bancs de pierre tachés de mousse apparaissaient entre les myrtes desséchées et les rosiers sans feuilles. Paquita et l'anglais s'arrêtèrent devant une porte en ogive. Avant d'entrer, prise d'une impulsion soudaine, elle le serra dans ses bras. Anthony sentit contre son visage la chaleur des joues de la jeune femme et le frôlement de ses lèvres glacées. « Ma vie est entre vos mains », crut-il entendre dans le murmure du vent. Comment devait-il interpréter ces paroles? Sans lui lâcher la main ni lui donner le temps de réfléchir davantage, Paquita pénétra dans le couloir. La porte refermée, l'obscurité les enveloppa, le temps que leurs yeux s'habituent à la faible lumière d'une ampoule pendue au plafond. Dans le corridor, le froid était humide et agressif. Ils avancèrent pour atteindre une autre porte, que la jeune femme ouvrit avec des gestes précis et décidés. Elle entra et Anthony la suivit. Le seuil franchi, il se trouva devant un vaste entrepôt rempli de meubles anciens, de vieux coffres et de formes indécises de toute taille protégées par des couvertures. « Où sommes-nous? Pourquoi m'avez-vous conduit ici ?» D'un coin obscur, une voix grave lui répondit. « Ne craignez rien, monsieur Whitelands, vous êtes avec des amis. » Le duc de la Igualada s'approcha de son visiteur, dont la perplexité ne faisait que croître, et posant la main sur son épaule, poursuivit d'une voix plus basse et plus confidentielle. « Bien que profane en matière d'art, je ne suis pas assez ignorant ni assez présomptueux pour imaginer que les tableaux que je vous ai montrés ici et que je vous ai montrés hier puissent avoir réellement de la valeur sur le marché étranger. Jamais je n'aurais fait se déplacer une autorité telle que vous pour estimer la modeste collection d'un simple amateur. Je sais que vous êtes un homme intelligent, intègre et désintéressé. Je mettrai sans hésiter entre vos mains ma vie et celle de ma famille. Et en vérité, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer le tableau qui a motivé votre voyage à Madrid. Personne ne connaît son existence, et pour des raisons de prudence, je ne puis vous le montrer hors de cette cave, où la lumière est déficiente. Plus avant, j'apporterai une lampe supplémentaire. Pour le moment, vous devez vous contenter d'une misérable ampoule. » Le duc se tut et, sans attendre de réponse, pivota sur ses talons pour se diriger vers le fond de l'entrepôt. Une forme rectangulaire, de hauteur moyenne, était posée contre une armoire à glace, recouverte d'une épaisse couverture brune. Avec beaucoup de précaution, le duc de la Igualada retira la couverture pour révéler, sous les yeux de l'anglais incrédule, une toile stupéfiante. Voilà, merci Piquet-Cou. Bataille de chat, donc un roman à la lisière du polar, tu vois, du livre politique également, et puis
avec basé sur ce prétexte d'un tableau de Velázquez et tout. Enfin, c'est tout à fait passionnant. Hein. Voilà, il est publié dans la collection Point par les éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert, fille du calvaire, République. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Merci mon Jean, j'espère que ça va que le suspense va être insoutenable pour nos auditeurs et qu'ils vont se précipiter à la librairie Publico pour acheter ce bouquin. Je rappelle le titre, Bataille de chat par Eduardo Mendoza. Voilà, c'était l'Estaca, une chanson interprétée par Louis Sliac. Oui, c'est pas Luis Mariano, hein. C'est Louis Sliac. C'est autre chose quand même. Voilà, bon, eh bien écoutez, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui elle-même est toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, pique et coup, Jean et ma pomme, et c'est tout de suite notre Jean de Hussard Noir qui s'y colle, pour vous parler de l'art espagnol. Absolument, tu peux même m'appeler le papé maintenant. Hein. Je rappelle que je suis l'heureux grand-père d'une petite Lisa. Ouais. Tu peux même m'appeler le papet de lapin d'ailleurs si tu veux, parce que c'est carrément régressif. Mais la petite Lisa, attention, une révolutionnaire. Hein. Une révolutionnaire qui crie c'est dommage qu'on n'a pas l'image, parce que vous verriez ça. La petite Lisa en train de crier vive la révolution avec le poing en l'air sur la poitrine vaste et velue de son papet. Velue non, je dirais pas vraiment ça. Oui, bon, tu peux les compter, hein. Tu peux les compter, les poils, t'auras vite fait. Elle est quand même vaste, hein. C'est ça qui reste. La peinture espagnole, oui, premier volet, parce qu'il y aura
un second volet, donc je vais pas, je vais m'arrêter au siècle d'or en fait, si tu veux bien. Hein. On finira dans 15 jours, voilà. Dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, on a un invité. Oui. Voilà, donc l'émission va s'articuler différemment d'habitude, d'accord? Et là, ça sera pas un Espingouin, mais un Yankees. Enfin bon. Je connais pas l'accent. Voilà, d'une certaine façon, on peut dire qu'au sein de l'Europe, je sais pas ce que tu en penses, l'Espagne a toujours représenté un monde à part. Hein. Oh oui. T'es d'accord? Oui, non, un petit peu. D'accord. Vu comme ça, évidemment, la Grande-Bretagne aussi. Hein. Mais bon, les Espagnols, l'Espagne, c'est pour des raisons, on va dire, légèrement différentes. Hein. De la même façon, en fait, on peut dire qu'au sein de la peinture européenne, la peinture espagnole a toujours représenté un monde à part. Hein, je dirais même un monde en soi, tu vois, pour être plus précis. Hein. Lorsque la peinture espagnole est d'inspiration religieuse, là aussi je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va dire qu'elle est plus religieuse et plus mystique qu'ailleurs. Hein. J'en pense beaucoup de mal. Oui. On peut s'en féliciter ou pas d'ailleurs. Manifestement, tu ne t'en félicites pas. Non, sérieusement non. Voilà. Lorsque la peinture espagnole est violente, elle est plus violente qu'ailleurs également. Hein. Tu en es d'accord? Ben oui, non, c'est des gens qui ont une fréquentation de la mort qui est vraiment particulière. Lorsqu'elle est sentimentale, les sentiments, ils sont toujours portés à l'extrême. Hein. Quand l'Espagne a été pauvre, elle a carrément été misérable, Robert. Tu vois, ils savent pas s'arrêter, ces gens-là. Hein. Et quand elle a rêvé de dominer le monde, tous les Espagnols se sont emparés de ce rêve. Hein. Quand bien même les guerres consécutives à l'accomplissement de ce rêve dévastaient et appauvrissaient leur pays, parce que ça a été pratiquement systématiquement le cas. Hein. Il y a d'abord, je dirais, et j'essaye de comprendre, il y a d'abord, je dirais, la qualité du sol, tu vois, qui est dure et austère. C'est vrai, c'est assez poignant l'Espagne, hein, notamment plus tu descends vers le sud, plus ça fait cet effet-là. Hein. Il y a ensuite le tempérament espagnol, je dirais, hein, qui est tout aussi dur et austère, réservé, voire cérémonieux même. Hein. Il opine du chef. Ah oui. Non, mais même chez les anarchistes. Hein. Même chez les anarchistes, voilà. Sûr, oui, c'est pas la même anarchie que nous. Non, pas du tout. Non, c'est beaucoup plus austère aussi. Et dur. Oui. Mais la vérité est que ce tempérament espagnol, hein, Robert, brûle en profondeur d'un feu passionné, hein, qui éclate faute d'autres issues, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, dans la littérature et la peinture mystique. Je ne saurais trop vous rappeler que Ignace de Loyola ou Sainte Thérèse d'Avila, c'est du côté de l'Espagne. D'ailleurs, vu comme ça, Bernadette Soubirous... On n'est même pas à 30 km de la frontière. Voilà. C'est osé, mais enfin bon. Et puis rappelez-vous, ou rappelle-toi, les premières images, tu sais, de la fin du régime franquiste. Tu revois un petit peu les images qu'on a vues, hein, bouillant d'une passion et d'une rage manifestement trop longtemps contenues. Hein, les jeunes Espagnols se déshabillaient et faisaient l'amour dans la rue. Moi, c'est le souvenir que j'en ai. Mais bon, j'ai beaucoup d'imagination, peut-être que... Non, toi, tu t'en souviens comme ça ou... Non, pas vraiment. Je me souviens surtout de l'explosion de la pornographie en Espagne. Avant, ils venaient se ravitailler en France, mais là... Ouais, tu vois, comme quoi on a un regard quand même différent. Ouais. Le regard du vieux con et du jeune con, quoi. En fait, on a tous les deux des mots différents pour définir la même chose. Moi, je dis l'amour et toi, tu dis le sexe. T'as remarqué? Ouais, tout à fait. Non, je te charrie. Non. Je te taquine. Il faut dire aussi, et c'est très important, hein, que l'Espagne s'est trouvée pendant... Là, je vais casser un peu du musulman, mais n'y voyez aucune allégeance au Front National, hein, surtout, c'est très important. L'Espagne s'est trouvée, en fait, pendant une bonne partie du Moyen-Âge, sous la domination des Maures, hein, dont la religion musulmane interdisait toute représentation de la forme humaine. Hein. Soyons clairs, la peinture espagnole ne s'épanouira qu'après leur expulsion. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein. Avec un bémol tout de même, hein, comme c'est toujours le cas, hein, les premières enluminures espagnoles sont dues à des chrétiens vivant dans le califat de Cordoue, hein, comme quoi les choses sont toujours quand même un petit peu plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Hein. Ces enluminures développaient des visions apocalyptiques, hein, d'ailleurs, sur des fonds plutôt abstraits. C'est assez curieux à voir et très intéressant. Hein.
Je ne peux pas développer davantage aujourd'hui, mais bon, la Catalogne, en tout cas, fut la première région espagnole à se libérer du joug mort et donc à connaître, tiens donc, une extraordinaire floraison picturale, qui s'exprime essentiellement dans des fresques à la vigueur de traits et à la force d'expression qui sidèrent encore aujourd'hui. Notamment, ils avaient tout un travail comme ça d'entourage, tu sais, il y avait un trait noir avec lequel ils entouraient les formes, qui est très proche de ce que les auteurs espagnols de bande dessinée ont fait dans les années 70-81. Alors, avant même d'avoir chassé complètement les morts, l'Espagne se tourna vers l'extérieur, annexant en moins d'un demi-siècle la Sicile puis la Sardaigne. La Catalogne connut ensuite une forme de déclin artistique, on peut appeler ça comme ça, Valence ainsi que la région aragonaise prenant le relais avec des œuvres très largement inspirées des maîtres flamands. Il faut le dire, la haute renaissance italienne et le raphaélisme n'ont produit en Espagne que des œuvres mineures, on ne peut pas le dire autrement. Le maniérisme connaîtra lui une vogue rapide, principalement à Séville, mais il faudra attendre en fait le dernier quart du XVIe siècle et l'arrivée à Tolède d'un étranger. Le Gréco. Oh, mais il est bon, Oui. Il n'a pas lu mon papier avant, je précise. C'est une émission d'art, quand même. Oui, mais enfin, tu vois, tu te plains toujours de ton manque de culture. Oui, non, bien sûr, mais nos auditeurs ont compris depuis longtemps. C'est ça, ils n'ont pas compris du tout. Que c'était de la fausse modestie, mais alors comme on en trouve peu, quoi. Effectivement, l'arrivée à Tolède d'un étranger, donc à la fin dans le dernier quart du XVIe siècle, pour en voir une version de ce maniérisme, une version espagnole originale, on va dire profondément mystique, tu sais, avec son coup de pinceau en liberté. C'est vachement surprenant quand on regarde aujourd'hui les peintures du Gréco en les replaçant dans leur contexte historique, et puis son expressionnisme exalté, je ne peux pas le dire autrement. Paradoxalement, El Greco, un peintre qui a beaucoup inspiré notre invité Gérard Garouste, je trouve. Oui, tout à fait. Alors là, oui, là tu mets vraiment le doigt dessus. Paradoxalement, quand on revoit son Don Quichotte, je regarde régulièrement, c'est assez spectaculaire. Paradoxalement, El Greco est le premier artiste à manifester avec un éclat quand même qu'on peut qualifier d'incomparable toutes les qualités de l'art espagnol. C'est vraiment étonnant, mais c'est comme ça. Un demi-siècle plus tard, Zurbarán ou Ribera, très inspiré, j'aurais pu dire Murillo, mais vous allez voir vous allez rentrer dans le détail avec Piquécou tout à l'heure, très inspiré, on va dire, par les clairs-obscurs du Caravage, c'est effectivement le moins qu'on puisse dire, ouvriront la voie au siècle d'or espagnol, bien que le second ait passé presque toute sa vie, le second Ribera, ait passé presque toute sa vie à Naples. Mais nombre de ces toiles parviendront en Espagne, où elles exerceront une influence aussi forte que durable de Lapin, là également sur ses compatriotes. Mais le siècle d'or espagnol est une autre histoire, Robert. Tu en es d'accord? Ah oui. Parce que là, il me faudrait quand même un peu plus de temps. Que je vous conterai dans 2 semaines, si toutefois, chers auditeurs, vous voulez bien attendre jusque-là. Voilà. Ouais. Je mettrai un lien sur le blog de l'émission vers cette première partie de la peinture espagnole. Je vous rappelle l'adresse http://aracay.blogspot.fr. Oui, parce que Jean dit il y aura une deuxième émission consacrée à la peinture espagnole. Et je pense que, comme beaucoup d'artistes qu'on évoque ici, ou d'écoles, ou de peu importe, on pourrait consacrer des années à développer, à parler de chaque artiste majeur, de ces écoles, de ces pays, etc. C'est infini. Je veux dire, là, on essaye de vous donner envie d'aller plus loin, mais c'est vous qui devez faire le boulot, quoi. Parce que ici, cette émission peut pas. Évidemment, il faut être un peu diversifier un petit peu nos apparitions sur la bande FM. non, c'est pas possible, mais évidemment. Puis, de toute façon, l'Espagne, même nous, même en 2 émissions, c'est sûr qu'on pourra pas, on va pouvoir que survoler, parce que disons, pour raccourcir, l'Espagne a donné au moins une bonne demi-douzaine d'artistes
majeur de l'histoire de l'art. Ouais. Et parler du contexte dans lequel ces artistes ont évolué, parce qu'il y a un contexte historique aussi, alors comme l'évoquait Jean au début, de guerre, de période de récession terrible, etc., etc. Donc parce que là, forcément les peintres ils vivent dans une époque et ils transmettent quand même une espèce dans leur peinture pour les gens un peu informés, un peu perspicaces, peut donner l'idée dans quelles circonstances ces œuvres sont nées, quoi. Voilà. Donc s'il faut développer tout ça, ça demande du temps, quoi. Voilà. Eh bien une petite pause musicale pour conclure une parage ou nos gens, quoi. Cervantes. Ouais, voilà, le camarade Cervantes. Là, je préfère vraiment la littérature espagnole, ou peut-être même aussi la musique, enfin certaines musiques en tout cas espagnoles, par les musiques, par le flamenco, c'est autre chose. J'adore le vrai flamenco, mais voilà, des gens qui ont fait des compositions, enfin quand même assez étonnantes. Plutôt que la peinture, là, il y a quelque chose chez les artistes plasticiens espagnols. Je suis dans une cité d'artistes où il y en a un. Il n'y a pas qu'un espagnol, mais il y en a un particulièrement, c'est une caricature. Voilà, c'est un petit mec, un petit race bitume, là, qui est sculpteur, mais alors, voilà, la moindre crotte qu'il arrive à faire tenir debout, voilà, personne n'arrive à sa cheville, quoi. C'est des mecs qui sont très, je ne veux pas dire dominateurs, c'est une autre expression, mais enfin, ils sont très impérialistes dans leur, voilà, et ça se sent un peu dans leur peinture. Il y a quelque chose qui me met tout à fait mal à l'aise, et je les supporte difficilement. Je supporte
celui que je supporte le mieux, je peux dire, ou le moins, celui qui m'indispose le moins, ça serait encore Pablo Picasso, malgré tous les défauts qu'il peut y avoir dans son travail et dans sa personnalité. Il y a quelque chose quand même, il est quand même, de mon point de vue en tout cas avec Guernica, qui est une peinture aussi qu'on pourrait qualifier vraiment d'espagnole, mais qui est universelle aussi. Il y a un côté universel chez Picasso qu'il n'y a pas vraiment chez les autres. C'est une réussite exceptionnelle. Ouais. Non, c'est vrai. Non, bien sûr. Voilà, il a quelque chose chez lui qui est quand même remarquable. Voilà, qu'il met un petit peu en exergue par rapport à tous les autres, surtout les peintres contemporains comme Tapies et puis celui-là qui était chez Barcelo. Ah, Barcelo, oui. Alors non, Jean, c'est un de ces peintres aimés. Ah non, attends, c'est pas moi encore une fois. Je dis jamais j'adore cet artiste. Non. Je trouve que chaque artiste produit son lot de merde, si tu veux. Et puis il y en a quelques-uns qui de temps à autre produisent des œuvres qui me mettent sur le cul. Ça m'est déjà arrivé avec Barcelo. Voilà. Oui, mais moi, ça m'est pas arrivé. Ni avec Tapies d'ailleurs, ces gens. Et Barcelo, par contre, moi, c'était au Carré d'Aranim, une maison que tu connais bien. Oui, bien sûr. T'as un grand tableau comme ça qui couvrait un mur. C'était un espèce de marécage. Je suis tombé dedans à pieds joints et je m'en suis délecté, Robert. Voilà. Et moi, je suis tombé à pieds joints sur un mur de terre qu'il avait fait à Avignon dans une performance où il y a eu un gabegie de terre et de cinoche et tout. À la fin, j'avais envie de gerber comme quand j'ai vu La Grande Bouffe de Rossellini ou Fellini. Ferreri, oui, enfin, un mec en c'est pareil, un Italien. Un film remarquable, mais à la fin du film, j'avais envie de dégueuler, quoi. Vraiment. Et je crois que je me suis tapé une laitue le soir en revenant du Cinoche parce que j'avais besoin de fraîcheur. Et Barcelo, comme Jean nous dit, c'est lui qui m'a un jour titillé sur ce mec-là, que j'ignorais d'une fesse distraite, quoi, que je voyais ça de loin. Mais là, c'est vrai qu'il y a des œuvres de lui qui m'ont, à défaut de m'avoir séduit, qui m'ont quand même fait m'arrêter devant. Mais là, le jour où c'est une copine qui m'a envoyé la cassette de cette performance qu'elle avait vue à Avignon, et je suis un peu goujat parfois, je lui ai renvoyé la cassette en lui disant je te remercie, mais je supporte pas d'avoir une cassette comme ça chez moi. C'est vraiment un truc dégueulasse, quoi. Voilà. Alors non. C'est ça, c'est T'as moi. été un peu goujat, toi. Oui, un peu, oui, ça peut m'arriver. Non. Non, si, mon Jean. Si, là, non. Non, je peux pas le croire. Oui, non, mais... non, mais cette amie, c'est une très très vieille amie, donc elle a pris ça comme elle devait le prendre, c'est-à-dire par-dessus la jambe, elle s'en foutait un peu que j'aime ou que j'aime pas. Elle avait cru me faire plaisir, mais bon, c'était gouré. Mais tu pourrais pas de temps en temps faire un peu semblant? Voilà. Non, pour vous dire que si tu pouvais éviter de dire du mal des réalisateurs italiens aussi, je veux bien. Il est possible que des oreilles sensibles nous écoutent. Non, mais il y en a quelques-uns que j'adore, mais ils sont très intimistes. J'avais vu un chose que justement m'avait passé une de nos copines là, Karine Nouzet. C'était comment déjà le titre? C'est ce petit film là qui parlait d'une maman un peu folle dingue. Respiro, voilà. Ça, oui, j'ai adoré ça. Voilà, il y a ce que les autres tartines. Tu m'étonnes que t'aies adoré. Non, mais Respiro, j'ai adoré. Oui, t'as adoré. Ouais. Faut voir aussi la beauté de l'actrice principale, espèce de vieux satire. Ah oui, c'était magnifique, ça c'est vrai. Et puis c'était... Ah voilà, bon. Alors, ça c'est pour les Italiens. Leur sort a déjà réglé. Et pour, la vache, tu vas vite quand même. Et pour les Espingouins, c'est Picasso. Ah merde, on est sur les Espagnols, c'est vrai. On n'aurait pas cru. Le Gréco aussi, oui, c'est vrai, mais c'était pas en espagnol. Ça, c'est vrai que c'est une peinture que j'aime depuis que je suis très jeune. Voilà, c'est peut-être pour ça. Un Grec passé par l'Italie avant de rejoindre Tolède. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a eu une progéniture, comment on appelle ça, putative assez importante. Ouais, parce qu'il y a même aujourd'hui, comme le rappelait Jean, Garouste, c'est quand même assez loin de l'époque où officiait le Gréco.
Eh ben oui, c'est vrai, genre à taper en plein dedans. Il adore Garouste, moi je le déteste pas non plus, mais bon... c'est pas tout, mais non, des pas choses tout, bien qui sûr, te brassent, quoi. Non, mais c'est vraiment Gréco, quoi, il n'y a aucun doute. Moins peut-être dans ses peintures que dans cette gouache, là, dans ces gouaches de... D'espagnol, d'ailleurs, puisque oui, tout à fait, c'est Don Quichotte, donc oui. Don Quichotte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Quand Jean a choisi l'Espagne, je dis, tant, j'ai un fil des boutons, là. et dans 15 jours, tu as déjà une idée de ce que tu pourrais faire? Dans 15 jours, je vais m'absenter. Mais non, on ne pourra pas faire le commentaire parce qu'il y aura l'invité. Alors non, dans 15 jours. 15 jours, on reparle de l'Espagne. Oui, on reparle de l'Espagne dans 15 jours. Ah oui, d'accord. Oui. Ce serait bien que tu réfléchisses déjà, à la limite, Maintenant que tu as dit qu'il y avait Picasso qui surnageait dans l'art espagnol, je vois... Dans les artistes, oui, contemporains. Non, mais dans les... Gréco, peut-être, dans 15 jours. Pourquoi pas. Garusto. Garusto Gréco, oui. El Garusto. El Garusto. Bonjour, monsieur Garousse. C'est l'émission Racaille, vous vous souvenez de nous, monsieur Garousse? Qui vous a fait attendre une demi-heure avant de trouver où vous habitiez, la bonne sonnette surtout. Voilà. C'était Es Armaga da Verdad, interprété par Paco Ibáñez. Donc ce sont des paroles en fait du XVIIe siècle écrites par Francisco de Quevedo y Villegas, et le titre est La vérité est amère. Mais pourquoi ça s'est terminé comme ça? Parce qu'après il y avait les applaudissements. Ah d'accord, ok. Bien, et vous êtes toujours sur Radio Libertaire et c'est Piquécou qui cause, donc qui s'y colle pour le troisième artiste qu'on évoque dans ce... Enfin, pas le troisième, parce que... Aussi, même plus que le troisième, qu'on évoque dans cette émission consacrée à l'art espagnol. Ouais, par contre, il y a un auditeur qui venait d'appeler, j'ai pas eu le temps de décrocher, restait 10 secondes, donc s'il veut bien attendre la pause musicale prochaine pour recommencer son appel. D'accord. Ouais. Donc moi, je vais parler de Bartolomé Esteban Murillo, un peintre baroque espagnol du XVIIe siècle, qui, avec Diego Velázquez et Francisco de Zurbarán et José de Ribera, un des principaux représentants du siècle d'or en peinture, est le chef de file de l'école de Séville, qui est le second centre artistique de l'Espagne au XVIIe siècle après Madrid. À l'âge de 15 ans, Murillo commence son apprentissage. 6 ans plus tard, il se rend à Cadix et préfère rester indépendant. Il peint des toiles bon marché qui plaisent et révèlent déjà son talent. Il rencontre un élève de Van Dyck qui l'initie à la peinture flamande, puis il effectue un séjour à Madrid qui sera sa seule escapade.
il reçoit une commande d'une série de 11 tableaux pour le cloître d'un couvent franciscain à Séville, qui est son premier travail d'envergure qui le rendra célèbre. Il connaît ensuite un grand succès grâce à ses œuvres religieuses et ses scènes de genre. Il est même évoqué en 1656 comme étant le meilleur peintre de la ville. Il y dirige un atelier avec de nombreux aides et apprentis, puis fonde et préside en 1660 l'Académie des Beaux-Arts de Séville, dont l'objectif principal est de compléter la formation des jeunes peintres. Il devient chef de file de cette école sévillane, dont il est le peintre le mieux payé et le plus représentatif. Elle combine une tradition typiquement espagnole du clair-obscur qui remonte aux origines flamandes et post-maniéristes de la Renaissance espagnole et l'influence du Caravage. Murillo meurt à 65 ans après une chute d'un échafaudage alors qu'il peint un retable au couvent des Capucins de Cadix. Donc son œuvre est influencée par ses compatriotes Velázquez, Zurbarán, dont il reprend les effets de clair-obscur dans ses œuvres de jeunesse, ainsi que Ribera et ses couleurs froides. Il s'inspire également des maîtres de la Renaissance italienne, comme le Titien et Raphaël, de ses contemporains, comme Rubens et Van Dyck, ce qui donne des formes plus douces et des tons plus chauds à ses tableaux. Donc j'ai évoqué Murillo et ses scènes de genre qui représentent les gens du peuple. Donc on peut citer Le Jeune Mendiant, une de ses premières scènes de genre, considérée comme capitale en ce qui concerne le réalisme à Séville. C'est un tableau en couleur chaude avec une palette harmonieuse et restreinte. Elle suscitera l'admiration des peintres français, Courbet, Manet, Cézanne au XIXe siècle. Un jeune garçon est assis par terre. Il est penché sur son torse en partie découvert, probablement occupé à tuer ses puces. Ses pieds sont très sales. À côté de lui, quelques crevettes témoignent d'un reste de repas et la lumière vient d'une fenêtre sur la gauche qui éclaire l'enfant. Un autre tableau qui m'a beaucoup plu, des enfants jouant aux dés. Une scène éclairée par le coin supérieur gauche. On a deux enfants qui se font face et qui jouent aux dés. Un troisième est debout à leur côté, mangeant un bout de pain. Les enfants assis sont pieds nus ou ont la semelle de leurs chaussures trouées. Ils portent des vêtements amples qui glissent de leurs épaules. Et au premier plan, Murillo a représenté une nature morte, une corbeille de fruits avec une cruche cassée. Et là encore, on a une palette de couleurs chaudes et harmonieuses. On a également Le Petit Marchand de fruits, une scène qui se passe dans les rues de Séville, encore très réaliste et toujours dans des tons chauds et harmonieux. Un jeune garçon vend quelques fruits à une jeune fille en train de compter ses pièces. Ils sont de 3/4, tournés l'un vers l'autre. On a un autre tableau qui s'appelle Des garçons mangeant des raisins et des melons. Un autre qui s'appelle La toilette, où une grand-mère épouille son petit-fils. Voilà, Murillo transpose aussi dans ses tableaux religieux des enfants ou personnages observés dans les rues de Séville. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors Le Jeune Mendiant, une des toiles les plus fameuses de l'histoire de la peinture. Hein. C'est-à-dire que même ceux qui se demandent de quoi il s'agit, en voyant la toile, ils comprendraient. Ils comprendraient tout de suite. Moi, je trouve que on est en plein dans le Caravage, mais avec tout de même un début de maniérisme qui en atténue le réalisme, hein, ce qu'on n'a pas chez Caravage. Hein. Et puis, une petite anecdote, quand j'avais 13 ans, je dirais, j'étais en train de faire du vélo avec mon Baptiste dans la campagne charentraise. Je rentre comme ça par curiosité parce que j'aimais bien les écumer dans une église aux environs de Confolens, mais c'est tout ce que je sais à peu près. Hein. Et là, je suis persuadé, dans l'église même, d'avoir vu un Murillo, d'avoir découvert un Murillo. J'ai pas eu le temps de m'approcher plus que ça parce que le curé, qui gardait ce lieu saint entre guillemets, est sorti comme un diable de sa boîte. Petit voleur, qu'est-ce que vous faites là? C'était en plein après-midi, il nous a virés de là comme des malpropres. C'est vrai que, honnêtement, j'aurais bien mis la main sur la toile. Voilà. S'il y a des gens qui connaissent la Charente, il y a dans un coin comme ça, elle a peut-être toujours pas été repérée, hein. Je suis persuadé que dans un coin de Charente, autour de Confolens, il y a une petite église dans laquelle il y a un Murillo. Alors, vous voyez ce que je veux dire, hein, une nuit. Encore que le curé qui a succédé à celui-là, parce qu'il est forcément
plus en activité aujourd'hui, n'hésitez pas à crocheter le truc. Hein. Ah non, merde. Non, mais... Reprise individuelle. Ouais, mais enfin, s'il y a eu plus de curés comme celui-là, les églises n'auraient pas été pillées comme elles l'ont été. Oh bah voilà, tiens, oh non. Non, mais parce que c'est des œuvres d'art qui appartenaient au peuple. Oui, mais me virez-moi, c'était pas virer la bonne personne, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Bon, non, surtout qu'à l'époque, j'avais quelques... Ouais, non. J'avais quelques restes de... Bon, je ne développerai pas. En tout cas, j'adorerais retrouver cette église, quoi. Bah, moi, quand j'étais enfant, j'étais persuadé qu'à Nogent, il y avait une vierge à l'enfant, une immense tartine, qui est toujours d'ailleurs. J'étais persuadé que c'était un Raphaël ou un machin comme ça, tout. Ça ressemblait furieusement à Raphaël, mais je me demande s'il n'y avait pas des très bons peintres qui copiaient. Bien sûr, y compris dans des églises de Charente, on trouve des trucs. Là, je suis persuadé. Que c'est un Murillo. Voilà, que c'est un authentique Murillo, donc... il a été volé, alors c'est pas... Mais alors j'ai cherché sur Internet et tout, il n'y a rien eu à faire. Aucune info. Peut-être qu'il a été volé. Alors s'il y a des Charentais qui nous écoutent sur Internet, par exemple, et que vous avez des doutes sur une toile... Voilà, enfin bref. Bon, enfin, je vous conseillerais d'être prudent, parce que vous savez que une de nos manies, c'est la reprise individuelle. Alors si vous nous fournissez les coordonnées, bon... c'est au risque et péril de notre Sainte Mère l'Église. Hein. Voilà. Voilà, c'était une musique andalouse par le groupe El Ghazali. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, Piquet-Cou, notre Jean. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'était la mini-tube, hein, quand on a parlé chaud, je l'ai dit, non? Là, qu'on a parlé quand on a déblatéré là, sur les saloperies qui se concoctent dans l'ombre. Et puis aussi pour les artistes, les rapins qui nous écoutent, Picasso disait que quand on commence que c'est bien de commencer par vendre à petit prix, tu vois, quand on débute dans ce métier, que c'est tout à fait normal, d'après lui, de ne pas vendre cher, probablement ce qu'il a fait, comme vous savez, il y a le marché au Navet à Montparnasse, qui existe toujours, ou des peintres qui sont devenus après des peintres... C'est pas parce que tu n'y vas plus qu'il faut le baptiser de marché au Navet. Ah non, il s'appelait comme ça. Ah d'accord. Pardon. Non, au 19e... je ne savais pas, tu vois. Si, il s'appelait le marché au Navet. Et c'était tous les rapinos du coin qui venaient mettre leur nanar là pour les vendre. Puis ça se vendait comme maintenant. Voilà, on marchande pour 2 euros. Quoi, les exploits à ne pas manquer. Hein, la première... Et à ne pas manquer. Voilà. La première, c'est Marseille-Provence, rivage des produits du monde et des ouvriers d'ailleurs, Robert. Aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, hein, jusqu'au 18 janvier 2014.
Alors, loin des grandes expositions phares de la capitale européenne 2013 de la culture, qui est Marseille, je le rappelle, cette modeste mais très intéressante exposition documentaire, présentée sur 2 sites, ravive l'histoire industrielle un peu oubliée, on va dire, de la cité phocéenne et de sa région, montrant la fécondité d'une relation d'ouverture sur une Méditerranée elle-même ouverte sur le monde. Le centre des archives départementales de Marseille rappelle l'importance des matières premières qui ont contribué au développement économique de la ville. Corail du Maghreb, soie de Perse, sucre des Antilles, huile d'olive de Crète, blé de la mer Noire, plomb d'Espagne, tabac et allumettes, etc. En lien avec ce négoce et les activités induites, les rivages de Marseille-Provence ont été le point d'arrivée de nombreuses vagues de migration ouvrière. À partir des multiples empreintes dans les arts, les paysages, les mémoires collectives, les souvenirs familiaux, le centre des archives départementales d'Aix revient, lui, sur l'épopée de ces gens ordinaires qui ont fui la pauvreté pour ancrer leur histoire ailleurs. Il raconte la vie des migrants dans les espaces industriels de la région marseillaise, les conditions de travail et de logement, les lieux de sociabilité. Voilà une expo complètement décalée par rapport aux expositions qu'on vante habituellement, mais immanquable dans la région marseillaise. Et je laisse la place à Piquécou. Alors la deuxième exposition, la Renaissance et le rêve, au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard à Paris 6e jusqu'au 26 janvier 2014. Comment a-t-on représenté le rêve à la Renaissance ? Tenter de répondre à la question est justement le but de cette exposition qui réunit près de 80 œuvres. Issue elle-même d'un rêve de vie nouvelle, la Renaissance a conféré aux songes, à leur interprétation ainsi qu'à leur représentation une extraordinaire importance. En peinture, le rêve est devenu source d'inspiration pour des artistes comme Bosch, Dürer, Gréco ou Michel-Ange. En rêvant, l'homme s'évade des contraintes de son corps et peut entrer en relation avec les puissances de l'au-delà, divines ou maléfiques. Toutefois, les artistes de la Renaissance ne peignent pas leurs propres rêves, mais ceux des autres ou ceux qu'ils pourraient avoir. Et tous se heurtent à la même difficulté. Comment peindre ce que rêve un rêveur? Comment saisir le songe? Cette impossibilité même de le représenter a souvent suscité chez les peintres la tentation de frapper l'imagination. Ils peignent de belles endormies dont l'âme est en état de vacances, où ils représentent le rêve lui-même dans ses différentes facettes du ravissement au cauchemar. Voilà, il y a aussi une exposition, un auditeur qui nous a téléphoné pour nous parler d'une exposition au musée en herbe à Paris, 21 rue Hérold, sur un artiste contemporain autrichien. Merci Picou, Jean. Merci, non, c'est bon. C'est bon, bon, et ben on va passer à la suite après une petite pause musicale.
c'était Le Sommeil, interprété par Barbara. Ouais, c'est vrai que ça fait dormir, hein, à part cette trompette là d'un seul coup qui te réveille. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On va passer à la dernière phase des opérations stratégiques pour vous parler des œuvres de la FA, ces œuvres de cette chère FA qui se mouille quand même. Hein, c'est du gros à côté, c'est un rigolo. Hein. Elle fait vraiment un boulot. Enfin bon. Pour vous parler tout de suite des éditions du Monde Libertaire, je répète, mais j'aime bien radoter, ces éditions du Monde Libertaire dont peu de gens parlent, et pourtant, ces petites maisons d'édition anarchistes là qui en veut, hein, et un bouquin précis d'éducation libertaire. Eh oui, il y a eu des écoles libertaires, hein, voilà. Il y en a peut-être encore d'ailleurs, mais ce précis vise à engager une réflexion sur la place de l'éducation dans la cité en vue d'une émancipation politique, sociale et citoyenne. Vous voyez, un bel intitulé. Hein. C'est écrit par un enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre La Défense. Le camarade Hugues Lenoir de la FA est également militant et pédagogue libertaire. Oui, je radote. Et l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur les pédagogies autogestionnaires et émancipatrices. Tout un programme. 10 €, ouais, c'est les prix maximum des éditions du Monde Libertaire, donc si c'est 10 €, c'est que ça doit les valoir. Je répète, les éditions du Monde Libertaire. Il y a un site, il y a un site sur le net, les éditions du Monde Libertaire. Hein, bon. Et puis notre cher libraire Publico, ah oui, c'est là que vous trouverez le livre aussi du Lenoir, précis d'éducation libertaire, qui se bagarre journellement, quotidiennement pour survivre, pour respirer les dernières bouffées d'oxygène de Paris, voilà, qui n'a plus qu'un permanent, notre cher camarade Laurent, qui se décarcasse pour vous, que vous pouvez évidemment rencontrer à la librairie quand vous y allez pour acheter des bouquins, parce qu'une librairie c'est pour vendre des bouquins, pour ceux qui ne sont pas encore réveillés. Voilà, si vous voulez la soutenir, le premier truc avant de toute autre action militante, c'est d'acheter des bouquins. Voilà, d'aller là-bas. Vous respirez l'air de l'anarchie. Ça pue l'anarchie là-dedans. Nom de Dieu. Voilà. Et Laurent, en même temps, bon, hein, il y a eu aussi une souscription qui est ouverte depuis un bon moment pour soutenir cette librairie. Et il y a des donateurs parfois un petit peu généreux, même très généreux. Voilà, vous pouvez en faire partie, ou au moins, souscrire pour 5 € par mois. Voilà, on vous traite 5 € tous les mois sur votre compte bancaire. En tout cas, on ne prend que les... Non, je ne veux pas dire des conneries. Enfin bon, si vous êtes à la nef, l'argent sent particulièrement bon. Mais par contre, si vous êtes à HSBC, je ne sais pas comment ça s'appelle, la banque de notre camarade, bon, là, ça pue. Hein, attention. Non, pas plus que ça. L'argent de la mafia, tu peux dire. Oui. Oh, ça va, rien que de très ordinaire, tout ça, pour un banquier. Ouais. Une des plus grandes banques du monde, c'est une banque mafieuse. Enfin bon. Qu'à font nos politiques, hein? On vous le demande. Bon, alors les libraires Publico, bon, Jean vous rappelle tous les mardis son adresse, son numéro de téléphone, son site, et il parle d'un bouquin qui est en librairie. Mais c'est pas moi qui rappelle les stations de métro. Hein. Voilà, c'est fait pour la librairie Publico. Maintenant, vous avez le Monde Libertaire, que vous pouvez trouver en dépôt de presse à la librairie Publico toutes les semaines, ainsi que le quinzomadaire gratuit, et ainsi que le numéro hors série. Vous pouvez aussi vous abonner, toujours à la librairie Publico au Monde Libertaire, car vous savez que la presse vit surtout sur le socle des abonnements. Sans abonnement, la presse n'existe plus. Déjà qu'avec les abonnements, elle a du mal à exister, alors imaginez sans ce que ça pourrait devenir. Ça ne deviendra pas grand-chose. Bon, le Monde Libertaire, un hebdo dont Jean aime particulièrement la BD de toutes les semaines. Qui est cette BD, mon Jean? Non, mon Jean, écoute... Non, tu vas faire un effort, c'est toi qui vas le dire. Non, c'est moi, Jean. Pavé d'Anard, et c'est toi qui nous donne le nom de l'auteur. Cro-Gaga. Non, mais c'est pas Cro-Gaga. On s'approche, Kaga, ça avec Kagan, dans le sud, Kagan. Je t'ai dit la dernière fois, Cronenbourg et Cro-Kaga. Non, mais l'adjudant... Ça y est, tu viens de le dire. Non, mais l'adjudant Cronenbourg, c'est Charlie Hebdo. Bon, c'est Cabu. Voilà. Voilà, Cro-Kaga. Cro-Kaga.
Non mais Jean, non mais enfin je vous répète à chaque fois la même chose, mais c'est tellement rafraîchissant de le voir se marrer. S'il a les dents un peu écartées, vous savez comme les mecs ont de la chance quoi, tu vois. Si t'as les dents écartées, tu es sûr de gagner au loto. Si tu les as pas écartées, tu l'as dans le pose. Bon. Je vais jouer. Oh tu devrais mon Jean, avec les dents écartées comme ça. Tu sais ce que disait je ne sais plus qui du loto? Non. C'est un impôt qui a été inventé pour ceux qui comprennent rien aux statistiques. Et ceux qui votent. Voilà, c'est les mêmes. Bon, et puis enfin, vous avez cette radio mythique, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et qui, elle aussi, a besoin de votre soutien. Déjà, alors, comme la librairie, en l'écoutant, une radio, ça s'écoute. Vous pouvez l'écouter sur la bande FM 89.4, ou vous pouvez l'écouter sur le net, http://radio-libertaire.org. Voilà, Mais vous pouvez trouver tout ça sur le site, le blog de l'émission, qui est, c'est quoi le blog, mon Jean? http://aracaille.blogspot.fr. Il y a une palanquée de liens. Ouais, voilà. Vous pouvez pas vous imaginer. Oh non, vous pouvez pas vous imaginer. Enfin, voilà, j'ai tout fait. Là. Alors la radio, voilà, vous l'écoutez et aussi vous pouvez la soutenir évidemment avec des thunes. Vous pouvez aussi devenir ami de Radio Liberté. Et qu'est-ce que c'est le troisième truc? Je vous le demande, piquez-coup, vous, dans votre petite régie là. La carte d'auditeur à 20 € que vous pouvez retirer à la librairie publique au 145 rue Arlot à Paris dans le 11e métro Robert Abercrombie fille du Calvaire République. Il n'y a pas une annonce pour... Si, mais j'attendais patiemment que tu aies terminé. Je vous en prie. Si tu faisais du spectacle, il n'y a pas de doute, hein. Ce serait un one-man show. Hein. Ah, oh là là, oui, spectacle, tous les spectacles, voilà, dans les écoles municipales. C'est moi. Les jeudis de patronage, c'est moi. Donc l'annonce pour Publico, c'est samedi 9 novembre à 16h30, une projection débat, Élisée Reclus, La Passion du Monde, un film de Nicolas Éprendre. Donc comme d'habitude, entrée libre et gratuite. Et puis il y aura certainement à picoler puis à grignoter quoi. Et vous pourrez voir Laurent. Voilà. Salut. Hein. Salut à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.